la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Avignon, pour notre émission Ciné-Comptoir, donc pour votre film précédent, donc c'est vrai que vous enchaînez. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, oui, surtout qu'entre les deux, j'ai fait un téléfilm aussi pour France 3. Ah oui, qui s'appelle comment? Ça s'appelle La fin de la nuit. Oui. Et une adaptation d'un roman de François Mauriac. D'accord. Ah oui, c'était notre univers là. C'était un autre univers, oui. Alors nous allons parler de ce nouveau film qui s'appelle Chez nous, qui est à l'affiche depuis un mois maintenant dans les salles. Et donc ce film, alors nous avions fait un ciné-comptoir en Avignon. Alors heureusement que nous n'étions pas tous les deux là-bas, parce que là aujourd'hui cet entretien est fait avec Philippe Léger et Gérard Chargé. Vous voyez, donc si on avait fait ça autour d'un comptoir, ça aurait été un peu équivoque. Mais en Belgique, on est habitué. Oui. Alors justement, en Belgique, pourquoi un réalisateur belge s'est intéressé à parler justement de la vie politique française et de ses dangers? Mais parce que je vis en France depuis longtemps, et donc je parle des choses qui se passent là où je vis, tout simplement. Et ça vous a interpellé, ce qui se passait avec la montée des extrémismes? Oui, bien sûr, oui, mais comme beaucoup de gens, enfin comme tout le monde. On vit dans une société quand même très étrange en ce moment, et donc il faut en parler. C'est un des rôles du cinéma, c'est de parler du monde dans lequel on vit, évidemment. C'est pas que du divertissement, le cinéma, ça ne doit pas l'être. D'ailleurs, vos films ne sont jamais que du divertissement. Il y a toujours un côté social. Vous parlez des gens, et justement là, avec Chez nous, les personnages, on sent que ils ont écouté un discours différent, ils sont malléables, et c'est vrai que comme tout le monde a été déçu par la gauche, par la droite, ça vous le faites bien ressentir dans le film, c'est bien dit, eh bien, à un moment donné, il faut tenter autre chose, et peut-être qu'on se fait avoir. Donc c'est un petit peu ça votre message du film. Oui, c'est un film... comment dire, pas tant contre le Front National que sur le Front National. J'ai essayé de faire une description la plus objective possible. Et faire un film sur le Front National, presque mécaniquement, c'est faire un film contre le Front National. C'est-à-dire que moi, dans le film, j'ai pas mis mes fantasmes, tout ce que je raconte est vrai. Et donc, je décris des pratiques marketing pour rendre présentable un parti dont les idées ne le sont pas. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que tout à coup, le marketing devient plus efficace que la politique. C'est-à-dire qu'on vend un produit plus qu'on propose des solutions pour gérer une société. Parce que le fond reste le même, mais la forme diffère. C'est un petit peu à ça qu'on a assisté justement ici en France. Oui, mais on voit, le Front National depuis 10-15 ans maintenant a beaucoup changé dans sa façon de se présenter. En général, on voit avec le mouvement Bleu Marine, par exemple, qui n'est plus le Front National. On ne dit plus Marine Le Pen, on dit Marine. On essaye de gommer tout ce qui fait référence au Front National au maximum. Et petit à petit, ça marche. C'est-à-dire que les techniques marketing et publicitaires au service de la politique, c'est ce qui fait élire des gens comme Trump ou Berlusconi ou d'autres, et c'est terrifiant. Alors, ce qui nous étonne un petit peu plus, parce que c'est vrai que dans le film, on se rend compte que c'est un petit peu minimisé, ce que vous racontez, parce que ça peut être pire. Mais par contre, il y a une chose moi, qui m'a vraiment interpellé, c'est que justement, les personnes qui peuvent rentrer dans ce parti ne connaissent pas le programme. C'est-à-dire, même une future maire qui se présente pour être maire de son village, eh bien, elle ne connaît pas justement son programme à elle. Donc, c'est un peu, même eux, les dirigeants sont des endoctrinés presque. Oui, enfin là c'est un peu la fable aussi. C'est un cas particulier. En général, ceux qui se présentent pour le poste de maire, ils savent de quoi. Oui, parce que vous exagérez, là, vous la chargez, le personnage d'Émilie Dequesne. Oui, je pousse un petit peu. En même temps, elle est prise dans une espèce de mécanique qui va très vite. Sa vie est très compliquée aussi. Sa vie de mère, sa vie d'infirmière à domicile, tout fait que tout la dépasse. Donc, quand elle veut parler du programme, quelque part, c'est déjà trop tard. Et c'est là où on lui dit, mais peu importe, on s'en fout du programme. C'est pas ça qui compte. Et là, elle se rebiffe quand même. Le programme, on ne connaît pas. Mais quand on s'y penche un peu, on y trouve des choses extrêmement contradictoires. On voit que c'est un programme qui en plus ne tient pas. Mais c'est qu'un demi-programme. C'est une série de slogans auxquels on est censé adhérer, croire en tant que tel, et puis c'est tout. Quelque chose qui ne se discute pas et qui n'est pas argumenté, ou alors qui est argumenté sur des mensonges en fait. Maintenant on dit des contre-vérités. Des contre-vérités, mais alors vous amenez des faits quand même, des faits, et vous dites j'aurais pu amener des faits autrement plus terribles. Oui, il y a pire. Oui. Voilà, il y a pire.
donc on a un peu l'impression aussi qu'on a un parti qui nous donne des vérités inventées, une fiction de la France, etc. Et que les personnages, c'est-à-dire les personnages, c'est-à-dire les citoyens, on leur donne du prêt-à-penser, on leur donne des phrases à dire, enfin ils les apprennent. Ils adhèrent peut-être même à ces mots d'ordre, enfin à cette manière de concevoir la société, mais tout à coup ça se heurte à la réalité, ça se heurte à l'humain. En général, quand ça se heurte à la réalité, c'est déjà trop tard. C'est le problème, c'est un peu comme les sectes, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un parti auquel on adhère par croyance, d'une part, et par déni de l'autre. On ne voit que ce qu'on veut bien voir, et puis on croit à des choses auxquelles on ne devrait pas croire. C'est un peu comme une religion, donc voilà, et on refuse de voir ce qui ne nous arrange pas. Et donc les gens, enfin, pas tous, hein, parce qu'il y a un cœur idéologique quand même très important, au moins 30% des militants, mais il y a dans la poussée, ce qu'on appelle la poussée électorale du FN, il y a énormément de gens qui vont par colère, par dépit, par ressentiment, par envie de renverser la table. Sauf qu'aujourd'hui, renverser la table pour un parti comme celui-là, ça veut dire qu'on casse aussi les choses qui marchent, et pour aller vers des choses dont on sait qu'elles ne marchent pas, qu'elles sont dangereuses, qu'elles n'ont jamais marché dans l'histoire, parce que ce qu'ils proposent, ce qui a déjà été essayé il y a 100 ans, 50 ans, enfin pas 50 ans, parce que depuis 50 ans on en était protégés, mais il y a 60 ou 70 ans, oui, ça a été essayé, surtout, ça a été essayé dans d'autres pays aussi. Voilà, d'où d'ailleurs la métaphore avec ces bombes qui sont ramassées par le paysan qui cultive son champ, et qui sont toujours dangereuses, et qui peuvent exploser un jour ou l'autre. Ce qui est cassé, ce sont des relations humaines, ce sont des amitiés. Le principe du populisme, c'est qu'il a besoin pour exister, pour resserrer les rangs, de se créer des ennemis. Le grand slogan populiste qui est ni droite ni gauche, FN n'avait rajouté ni droite ni gauche français, c'est un slogan qui a plus de 100 ans maintenant, presque 150, hein, c'était le général Boulanger à la fin du 19e, qui est un peu l'inventeur du populisme, enfin ce qu'il en reste aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est une vision non marxiste des choses, dans le sens où ça nie tout ce qui est classe sociale et contradiction ou lutte des classes. C'est-à-dire qu'une société devrait être homogène en tant que société nationale, enfin communauté nationale, et que les intérêts, par exemple, des patrons et des ouvriers seraient nécessairement les mêmes parce qu'on est au sein d'une même communauté nationale. À partir du moment où on considère que la communauté n'existe que par la nation et que donc il n'y a plus aucune contradiction à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut que si on n'est pas d'accord, on est un ennemi. Et on est un ennemi du peuple. Comme on a vu Donald Trump appeler récemment les journaux américains des ennemis du peuple, parce qu'ils le critiquaient. Et donc ça crée de la violence mécaniquement. À partir du moment où on est un ennemi, on doit être combattu, et on considère qu'un ennemi nous combat. Et donc c'est le contraire de la démocratie. Donc, mécaniquement, presque inévitablement, le populisme mène à une guerre, qu'elle soit intérieure, extérieure, civile ou pas. Mais le populisme, c'est la violence, inévitablement. Alors, pour revenir... Pardon. Oui, parce que... Non, parce que je vais... un petit point je sais qu'il est aussi bavard que moi. Un petit point de l'histoire quand même pour le général Boulanger, dont on parlait beaucoup à la fin du XIXe siècle, mais qui n'est jamais arrivé au pouvoir. Absolument. Le beau général Boulanger sur son cheval noir, finalement, qui va se suicider sur la tombe de sa maîtresse, c'est le destin, mais je crois que Agnès risque d'avoir un autre destin, ce sera peut-être les juges. Oui, ce sera plutôt les juges que se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Alors pour revenir aux stratégies justement, est-ce que les stratégies là utilisées ne rappellent pas quand même un petit peu, même tous les autres partis, parce qu'ils pratiquent tous un petit peu ça, la surveillance non, pas complètement, mais en gros quoi. Pas vraiment, on n'a pas de structure. Pas autant. On n'a pas de structure dédiée
comme il y en a au FN avec le, je ne sais plus comment ça s'appelle, je mélange souvent DPS ou DSP, je crois que c'est des DPS, je crois. Non, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, dans les années 70, il y avait le SAC, il y avait tout ça, qui était au service de la droite. Et c'était le même type de personnes, c'était des anciens militaires. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'à un moment donné, le FN... oui, mais comme vous le dites, c'était... des gens qui se rêvaient comme militaires, hein, parce que c'est pas forcément l'ancien militaire. Hein. Non, pas tous, mais... Non, c'est plutôt... Pas tous, mais dans les années 70, c'était plus des anciennes Indochines. Des gangsters. Et des gangsters aussi, oui. Mais... c'est pour ça que je dis que... Même si ça existait avant... Maintenant, c'est le FN qui s'approprie ça. Ça n'existe plus. Les autres partis politiques, même s'ils ne sont pas toujours respectables, ne sont plus dans ces pratiques-là. Et les autres partis ne provoquent pas une violence aujourd'hui. Enfin, des enfants qui attaquent une femme, des adolescents, jeunes adolescents. Oui, parce que c'est ça, les enfants sont visés aussi dans votre film. On voit dans le film que la violence politique maintenant atteigne des enfants de 12-14 ans, c'est inédit depuis 50 ans au moins. Alors là, vous parliez aussi du rôle de Facebook aussi pendant... Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça c'était à l'issue donc du film. Et, mais justement, vous le montrez aussi dans le film, ce jeune qui fait des montages. Oui, qui a un blog identitaire, oui, et qui appelle à la guerre de religion. Il y en a plusieurs cas en France où la police est intervenue parce qu'ils avaient identifié un blog avec des discours dangereux, appelant à la violence, appelant au crime, et ils se sont rendus compte que c'était des gamins, enfin des adolescents, 15 ans. Puis on voit aussi des adolescents, aussi, enfin, ce jeune qui participe à un jeu, un combat. Ah oui, c'est des paintball, oui. Ah oui, voilà, le genre de paintball, oui, voilà. Paintball, oui. En fait, ça, jouer à la guerre, de toute façon, ça joue à la guerre. Oui. C'est un truc qui existe, enfin qui existait, c'est-à-dire que je me suis inspiré d'un groupe qui s'appelait la Maison Flamande, qui était dans la banlieue de Lille, enfin qui était en banlieue de Lille. Et donc l'essentiel de leurs activités consistait à aller tabasser des migrants à Calais, casser du PD dans les bars de Lille, ou des gauchistes, ou des travailleurs immigrés, enfin tout ce qui n'était pas à leur goût. Et ils avaient un paintball, enfin un terrain de paintball où ils allaient s'entraîner à la guerre. La plupart ils étaient encadrés par d'anciens militaires. Et le chef de ce... fondateur, président, je ne sais pas comment il l'appelle, de cette association, était un ancien du service d'ordre du FN et qui aujourd'hui est en prison pour trafic d'armes. Et la Kalachnikov de Koulibaly lors de l'attentat de l'Hypercacher notamment est passée entre ses mains. Et vous disiez que cette association a été dissoute? Oui, non, ils sont dissous tout seuls. Ils sont dissous tout seuls de l'arrestation. Ou peut-être elle a été dissoute, je ne sais pas très bien, je n'ai pas suivi la fin de ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, les dangers sont à toutes les portes, on peut dire. C'est pour ça qu'il faut être... Et le cinéma sert vraiment de complément à la télévision, parce que la télévision, on vous relate les faits vraiment minimes, que le cinéma peut amener à la réflexion. Votre film, il est important, non? Mais la télévision relate aussi les faits qui ne sont pas minimes. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'elle les raconte de façon, comment dire, éclatée. Oui. Tout ne se passe pas en même temps et on ne fait pas tout le temps des documentaires longs. En plus, le cinéma, la fiction, permet de mettre en relation à la fois le politique et l'intime. C'est-à-dire que l'histoire de Pauline, c'est ce qu'elle vit intimement, son trajet, comment elle va être attirée et s'embringuer dans ce parti. Mais ça, on ne le raconte pas vraiment à la télé, ça prend du temps. Et donc les implications intimes, on peut les raconter qu'au cinéma. Oui, surtout qu'à la télévision, avec toutes ces informations qui sont données pêle-mêle, il n'y a pas cette hiérarchisation des faits qui ressortent nettement. Donc dans votre fiction, l'important tout de suite se dégage et on va tout de suite au fond du sujet et on sait... Oui, voilà. oui. C'est l'intérêt de la fiction, c'est de faire une espèce de synthèse. Voilà, c'est du travail. Mais je pense que le plus important, c'est une partie importante, ce dont vous parlez là, mais la mise en relation de l'intime et du général aussi est quelque chose de primordial. Et puis de toutes les relations qui se tissent. Alors par exemple, on sait maintenant pourquoi. Et l'affect aussi. Vous disiez qu'il y avait 20% donc
des candidats qui avaient... 28, plus du quart. Plus du quart même. Plus du quart, 28% des élus FN qui ont démissionné depuis les dernières municipales, après avoir pris conscience de ce qu'était le parti de la... Il n'y a pas eu un ouvrage écrit sur ce sujet par... Non, il y a eu des articles dans la presse. Articles, oui. Oui, dans la presse. Mais c'est assez récent. Hein. L'enquête, je crois que c'est une enquête de TV5 à l'origine. Et elle est sortie il y a un mois et demi à peu près. Vous pouvez rappeler les faits Voilà, c'est que 2 ans après les municipales, 400 élus FN avaient démissionné, quoi. Et ont déchiré leur carte du parti et voilà, ils ne veulent plus en entendre parler, après avoir eu l'expérience de l'exercice du pouvoir par le FN dans les municipalités. On peut aussi parler de votre co-scénariste. Jérôme Leroy, oui, qui est un romancier, qui a écrit un très beau livre, notamment un qui s'appelle Le Bloc. Voilà, et qui donc vous êtes inspiré aussi. C'est pas tellement que je m'en sois inspiré, mais oui, je m'en suis inspiré sur la forme, certains faits surtout. Et puis il y a 2 personnages qui sont dans mon film, Agnès Dorgel et Stéphane Stankoviak, qui viennent directement du roman, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que de voir Catherine Jacob dans un rôle comme ça, donc... elle a fait un mimétisme sur le leader politique féminin. Voilà. Oui, en fait, elle n'a pas voulu trop s'en rapprocher quand même, parce que c'est difficile comme ça. C'est un composite. On n'a pas voulu essayer d'imiter, de représenter directement. Donc il y a un peu de Marine Le Pen, enfin un peu beaucoup de Marine Le Pen, un peu de Nadine Morano, un peu d'autres leaders d'extrême droite européens aussi. Mais écoutez, moi je dis heureusement qu'elle ne fait pas de politique, Catherine Jacob. Et surtout pas de politique au Front National, parce que franchement, elle était très convaincante dans le film. Hein. Oui, hélas. Et André Dussolier est extraordinaire comme toujours. Oui. Vous rejouez avec Émilie Dequesne, que vous l'avez déjà utilisé dans d'autres registres. Dans le précédent, oui. Et en même temps aussi, Anne-Marie Vin, vous la dévoilez dans un rôle différent, parce qu'on a l'habitude de la voir dans des rôles, c'est vrai qu'on l'a connue avec Bienvenue chez les Ch'tis, mais elle a toujours des petites choses de comédie, mais là elle est étonnante dans son personnage aussi. Oui, très, très surprenante, mais Anne c'est une très très bonne actrice. Hein. Moi j'avais vu dans un film pour la télévision aussi, où elle était formidable, qui n'était pas une comédie, et elle a une palette extrêmement large. Donc est-ce qu'avec ce film on peut dire que vous êtes optimiste pour chez nous, pour la France, pour la Belgique, pour... Non, je suis pas optimiste. Non, les temps vont être durs, vous pensez? Les temps, oui. L'époque est dure et elle n'a pas fini d'être dure. En même temps, je me dis que l'arrivée au pouvoir du FN n'est pas pour demain. Moi, j'y crois pas. Et je pense qu'ils sont à leur apogée et que ça ne va pas tarder à décroître. Mais il faut que les autres partis politiques fassent leur travail. Il faut que les générations se renouvellent. Il faut qu'on fasse de la politique autrement, évidemment. Parce que le populisme ne prospère que là où les autres partis ne sont plus efficaces. Est-ce que le citoyen ne devrait pas être plus au centre justement de la politique? Oui, mais on est en démocratie, donc le citoyen est à la place qu'il s'octroie lui. Oui. Si les gens s'engageaient plus, peut-être au sein des partis, au sein des syndicats, on est dans un des pays d'Europe le moins syndiqué. Alors c'est vrai qu'on a des citoyens qui s'engagent beaucoup dans les associations et finalement pas tellement en politique et syndicalement. Donc peut-être il faut réinvestir ce champ-là, comme on dit. Il faut reprendre son destin en main à travers la politique, ça je pense. Oui. En créant de nouveaux partis ou en améliorant ceux qui existent? Tout est possible. Tout est possible. Peut-être qu'il faut en créer d'autres. Et selon vous, qu'est-ce qui facilite le plus, qu'est-ce qui avantage le plus le Front National? La situation économique, sociale, ou la division des partis modérés, ou même, mettons, du Parti socialiste? Tout, la situation internationale. Je pense que le monde est en train de changer tellement profondément et tellement vite qu'on n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire que les partis politiques, enfin les gens qui sont au pouvoir partout dans le monde, n'arrivent plus à adapter à la fois un modèle social qui fonctionnait, comme la social-démocratique, a quand même fonctionné bon an, mal an, pas mal pendant 70 ans ici, enfin en Europe occidentale,
Et puis on n'arrive pas à l'adapter au monde tel qu'il est. Il faudra peut-être 20 ans avant de retrouver des équilibres. Et donc pendant ce temps-là, les populismes risquent de prospérer partout. Ce que montre d'ailleurs votre film avec cette métaphore des obus, rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été hier vient c'est aujourd'hui, ce sera encore demain. Mais entre-temps, est-ce qu'on aura pu faire l'économie de la violence, l'économie de la guerre? Est-ce qu'on est devenu plus sage avec l'Europe dont vous ne parlez pas beaucoup d'ailleurs? C'est peut-être pas le sujet du film aussi. Non, on ne peut pas tout traiter. Moi je pense que l'Europe, oui, c'est un sujet central aujourd'hui, c'est peut-être le sujet le plus important. Peut-être le sujet de votre prochain film, puisque vous étiez je ne sais pas si l'Europe c'est un sujet de film. Non, mais ça pourrait être ancré dans le des citoyens européens. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est le sujet central. C'est comment on la change, comment on la fait fonctionner, comment on l'envisage, comment on redéfinit il faut refonder l'Europe. Elle ne fonctionne plus, c'est évident. Enfin, c'est évident, oui, c'est évident. Et donc, même j'ai l'impression qu'on a, à la fois les politiques, mais surtout les citoyens, ont oublié ce qu'était le projet européen à l'origine et qu'il faut revenir aux fondamentaux, comme on dit. Enfin, tout à fait. Et d'abord, il faut d'abord revenir à ça et après on reconstruit, on décide. Et là, probablement au niveau européen, il faut plus de démocratie et donner plus de place aux citoyens. Oui. Alors, pour terminer, Lucas Belvaux, est-ce que vous avez eu des censures à la télévision pour passer? Est-ce que vous avez eu... Non, à la télévision, non. Aucune censure. Non. On vous a invité partout? Oui. Non, la seule censure qu'on a eue, c'est au Luc en Provence, où le maire FN a interdit que le film passe dans la salle, parce que c'est une salle municipale. Et donc voilà, c'est un exemple assez... on ne peut pas trouver un plus bel exemple de la vision que ces gens-là ont de la démocratie. Et le distributeur est content des entrées? Là, ça va plutôt pas mal. Oui, donc vous êtes dans la moyenne, donc c'est quelque chose d'important. Oui, le film fait autant d'entrées que mes deux films précédents. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous fassiez toujours des films comme ça, parce que à chaque fois, c'est un vrai régal. Vous intéressez vraiment aux conditions humaines, et ça, c'est quand même l'essentiel, et des faits de société qui sont à chaque fois importants. Eh bien, j'essayerai. Et on sera là pour le prochain aussi.